Donc j'espère que vous voyez correctement, que vous m'entendez bien, sinon n'hésitez pas à m'arrêter. Donc moi je suis le docteur Demour Alexandre, je suis oncologue médical et je travaille dans le service de recherche clinique à l'Institut Curie sur le site de Saint-Cloud. Donc je ne suis pas spécialiste du mélanome uvéal, mais je suis particulièrement les patients qui sont en cours de traitement dans des protocoles de recherche. Et donc j'ai été invité à discuter avec vous de cette question, de vous présenter la recherche clinique et qu'est-ce qu'un essai clinique. Donc on va introduire un petit peu le sujet, ensuite parler des différentes phases de la recherche clinique, de la façon dont c'est encadré, des questions un peu pragmatiques sur comment y participer, pourquoi y participer, et puis il y aura également une petite partie sur le financement, et avant de conclure et de laisser place à vos questions. Donc avant de s'intéresser à la recherche clinique à proprement parler, il faut s'interroger sur la façon dont on pratique la médecine et la façon dont les décisions médicales sont prises. Donc on n'a pas de boule de cristal, c'est pas des décisions qui sont prises au hasard, il n'y a pas de sixième sens. Le modèle de médecine, c'est un modèle de médecine basé sur les preuves. Donc là, c'est un peu la minute cocorico, mais on est dans un pays de culture scientifique avec des chercheurs qui ont révolutionné quand même la médecine dans notre pays, donc avec Marie Curie et Louis Pasteur à l'écran. Et donc, finalement, tous les médicaments qu'on utilise dans la vie quotidienne sont des médicaments qui ont fait leurs preuves sur le plan scientifique, dans des expériences, dans des essais cliniques, avec des résultats qui vont impacter à la fois les décisions de chaque médecin, qui vont pouvoir analyser les données de la littérature pour prendre leurs décisions, et des expériences qui vont également impacter les décisions collectives, puisqu'on va avoir des organismes dont le rôle est d'autoriser l'utilisation des médicaments, notamment l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et puis, on a le comité de transparence de la Haute Autorité de Santé qui va décider d'octroyer ou non un remboursement aux médicaments et décider du niveau du remboursement. Donc, tout ça va se baser sur des données rigoureuses issues d'essais cliniques. Bien sûr, donc le médecin à la fin qui prend la décision n'est pas un robot, donc il va y avoir une influence de l'expérience personnelle et une adaptation au cas par cas, mais ces données sont très importantes pour la prise de décision. Donc, comment se passe le développement des nouveaux médicaments? On va avoir toute une phase qu'on appelle préclinique, qui est du travail en laboratoire. Vous avez un travail sur des modèles théoriques, des expérimentations sur des cellules, sur des modèles informatiques. Par la suite, on peut avoir des expérimentations avant de passer à l'utilisation d'un médicament chez l'homme sur des animaux, souvent des souris. Une fois qu'on a des données précliniques solides, on va passer à la phase d'essai clinique où on va utiliser le médicament chez l'être humain. Donc l'objectif d'un essai clinique, c'est de développer des médicaments efficaces, mais surtout de façon sécurisée. Donc ça va respecter un certain nombre d'étapes et un certain niveau d'encadrement que je vais vous détailler par la suite. Donc pour parler des différentes phases de la recherche clinique, après la phase préclinique dont je vous ai déjà parlé, on va avoir différentes phases avec les essais de phase 1, qui sont les essais où on utilise pour la première fois un médicament ou une technique, radiothérapie, chirurgie. Ou alors, ça peut être la première fois qu'on utilise une association de médicaments connus, ou alors la première fois qu'on utilise un médicament connu dans une nouvelle situation, une nouvelle indication. Lorsqu'il s'agit de la première utilisation d'un médicament, on va avoir une phase qu'on appelle d'escalade de dose, où l'objectif principal de ces essais, ça va être d'abord de s'assurer de la sécurité du médicament. L'objectif va être d'augmenter progressivement la dose du médicament pour vérifier la sécurité. Bien sûr, en parallèle, on s'intéresse à l'efficacité, mais on sait que l'efficacité est souvent dépendante de la dose.
on ne peut pas commencer à une dose élevée d'emblée pour ne pas prendre de surrisque pour les personnes qui se soumettent à la recherche. Et donc, on va commencer avec une dose très faible chez 3 premiers patients, chez lesquels on surveille de façon attentive les effets secondaires. Si tout se passe bien, on augmente la dose pour les patients suivants. Et l'objectif, c'est de déterminer ce qu'on appelle la dose maximale tolérée, c'est-à-dire la dose maximale à laquelle les effets secondaires sont acceptables. Si des toxicités limitantes apparaissent, on s'arrête et on repasse à la dose inférieure. Une fois qu'on a trouvé cette dose, on va pouvoir s'intéresser chez un plus grand nombre de patients aux données d'efficacité, donc dans des cohortes d'expansion et puis des essais de phase 2 où on va utiliser cette dose maximale qui a été déterminée précédemment et on va pouvoir s'intéresser aux données d'efficacité à cette dose chez un nombre plus important de patients. On continue bien sûr à suivre de très près les toxicités puisque des effets secondaires rares qui n'auraient pas été vus précédemment peuvent être observés, donc on suit de très près les effets secondaires. Une fois qu'un médicament a prouvé son efficacité dans un essai de phase 2, qu'on a constaté des bonnes réponses, par exemple, sur un contrôle des métastases, on va pouvoir faire des essais qu'on appelle de phase 3, où l'objectif va être d'étudier l'efficacité de ce nouveau traitement comparativement au traitement de référence. Donc, on a plusieurs modalités d'essais de phase 3. L'objectif pour que le médicament soit par la suite utilisé et commercialisé, c'est qu'il soit plus efficace que le traitement de référence ou alors aussi efficace avec moins d'effets secondaires que le traitement de référence. Donc, c'est une étape où on a ce qu'on appelle un processus de randomisation. Donc, en fait, c'est un tirage au sort. Ni le patient, ni le médecin ne décident dans quel bras de traitement va être traité le patient. On compare un traitement de référence à un traitement expérimental et c'est une machine de façon automatisée qui va décider dans quel bras de traitement vous êtes traité. On peut avoir deux façons de faire. On a des essais qu'on appelle en ouvert où au moment de la participation, vous acceptez d'être tiré au sort et par la suite, on vous informe de quel bras de traitement vous recevez. Mais on a également des études qu'on appelle en aveugle où en fait, ni vous ni le médecin ne sait quel traitement est reçu. Pour être clair et citer un exemple, par exemple, une situation où le traitement de référence va être une chimiothérapie. On a un nouveau médicament expérimental qui est une immunothérapie et le bras expérimental, ça va être de comparer, d'ajouter l'immunothérapie à la chimiothérapie. Donc, vous allez avoir dans un bras de traitement, si on est en aveugle, les patients qui vont recevoir de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, c'est le bras expérimental. L'autre moitié des patients va recevoir de la chimiothérapie plus une poche où en fait il y aura un médicament placebo. Donc l'idée c'est de ne pas influencer l'interprétation des résultats et d'avoir plusieurs mois ou années après des données très rigoureuses qui permettent de dire quel traitement était le meilleur, quelles sont les données en termes d'effets secondaires et de pouvoir ensuite prendre des décisions au niveau des autorités de santé pour avoir une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament ou alors valider une nouvelle combinaison de traitements et pouvoir la recommander en pratique. Ensuite, ça ne fait pas partie des essais cliniques à proprement parler, mais on a, vous entendrez peut-être parler de phase 4. En fait, c'est une analyse des données en vie réelle, c'est-à-dire qu'une fois que le médicament a été validé ou la stratégie a été validée dans la prise en charge générale hors essai clinique, en cas de toxicité particulière ou quand il se passe des choses qui n'ont pas été décrites dans les essais cliniques, les médecins, les pharmaciens font remonter les informations aux autorités de santé pour recueillir, par exemple, des toxicités rares, etc., et pouvoir mettre à jour les notices des médicaments.
Donc ensuite, la partie suivante, c'est de discuter un peu de l'encadrement de ces essais cliniques. Donc, c'est quelque chose de très encadré, de très rigoureux, avec à la fois un cadre scientifique, un cadre juridique et également un cadre éthique. Donc sur le plan scientifique, ce sont des essais qui vont suivre des normes et une méthodologie rigoureuse. On va suivre un protocole assez détaillé et ça va aboutir à des publications scientifiques dans des revues médicales qui jugent ces publications. Les travaux vont ensuite être jugés par les pairs et par les autorités de santé. Donc on a un cadre assez rigoureux sur ce plan-là. Ensuite, ça va être renforcé en parallèle par un cadre juridique. L'objectif du cadre juridique, c'est d'engager vraiment la responsabilité des chercheurs et de protéger les personnes qui participent à la recherche, les personnes qui reçoivent les traitements. Donc cette nécessité, elle s'est posée notamment à la suite de la Seconde Guerre mondiale et des expérimentations qui ont été menées dans les camps de concentration. L'objectif par la suite a été vraiment de protéger les patients. Donc la communauté internationale s'est vraiment penchée sur le sujet dès l'après-guerre avec la Convention européenne des droits de l'homme en 1950 qui a commencé à publier des choses sur l'encadrement de la recherche clinique et puis ensuite différents organismes internationaux à travers les années et différents projets de loi au niveau de chaque pays. Donc en France, actuellement, on est sous le régime de la loi Jardé du 5 mars 2012, qui régit le cadre de la recherche impliquant la personne humaine. Donc ces cadres sont interconnectés, c'est-à-dire que un protocole de recherche ne peut pas commencer tant qu'il n'a pas été validé juridiquement, et donc il nous faut une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le dernier cadre qui va avec le reste, c'est un cadre éthique. En fait, on doit mener une réflexion pour s'assurer que l'étude qu'on pratique est justifiée par un besoin de santé et aussi que les méthodes utilisées au cours de la recherche sont adaptées, sans nuire aux personnes. Donc, les protocoles sont créés en pensant à ça. On peut avoir l'avis de comités d'éthique qui vont pouvoir donner leur avis sur la façon de mener la recherche. Et puis, on va avoir besoin également, avant de lancer un protocole, de l'aval d'un comité de protection des personnes, qui est un comité indépendant qui va juger des conditions de la recherche pour les personnes qui s'y soumettent. Donc, pour vous citer un exemple pour que ce soit clair, si par exemple les scientifiques pensent qu'une prise de sang quotidienne pendant tous les jours, pendant les 2 mois après avoir débuté votre traitement peut les aider à comprendre, on va pas le faire parce que le moyen mis en œuvre, la contrainte qui est imposée aux patients est jugée disproportionnée par rapport à la question de recherche. Donc il y a toujours une primauté de l'individu sur la recherche et il faut qu'on trouve l'équilibre entre répondre aux questions scientifiques et que ce soit fait dans un cadre qui ne soit pas néfaste aux personnes. Donc ensuite, comment participer à ces essais cliniques? Donc, le point de départ, ça va être une proposition de la part de votre médecin si un médicament ou une technique non médicamenteuse d'ailleurs est testée concernant votre maladie. Donc il y a d'abord toute une partie d'information. C'est vrai qu'en centre de lutte contre le cancer ou on est des centres dédiés à la recherche où le médecin que vous voyez en consultation va être au fait des essais ouverts dans son centre. Quand on est dans d'autres types d'hôpitaux ou de cliniques, le médecin n'est pas forcément informé en temps réel de tous les essais cliniques ouverts pour toutes les pathologies dans le pays. On n'a pas de banque nationale mise à jour des essais cliniques en direct, donc ne pas hésiter à interroger votre médecin qui peut se renseigner auprès des centres experts ou alors prendre directement également des seconds avis dans ces centres.
Ensuite, une fois que vous avez été informé d'un éventuel protocole de recherche clinique, la participation, c'est vraiment sur la base du volontariat et ça va nécessiter un consentement. Si vous consentez à participer à ces protocoles de recherche, il va falloir entrer dans un processus de sélection où en fait on va vérifier de nombreux critères d'éligibilité. On a à la fois des critères d'inclusion et des critères d'exclusion stricts. Ça permet à la fois de vérifier que vous rentrez bien dans les critères de la question posée, c'est-à-dire que si on fait un essai clinique qui concerne le mélanome uvéal, on ne va pas utiliser les médicaments sur un patient qui a un cancer du poumon. Donc, il faut remplir des critères pour répondre à la question posée. Et il y a des critères d'exclusion également qui vont éviter de tester ces nouveaux médicaments chez des personnes qui présentent par exemple des surrisques de faire des effets secondaires graves. Donc, on va vérifier par exemple que la fonction rénale est bonne pour l'élimination du médicament, s'assurer qu'il y ait une contraception si on est en âge de procréer pour ne pas prendre de risque pour un fœtus. Donc, il y a toute une liste de critères. Il faut tous les remplir et donc, ça va nécessiter également des examens complémentaires, des examens sanguins, radiologiques. Donc tout ce processus est fait pour vraiment vous protéger, mais ça peut provoquer parfois des délais et le risque de finalement ne pas intégrer l'essai clinique, même si c'est quelque chose qui vous intéressait. Donc voilà, il faut comprendre que c'est quelque chose d'assez rigoureux et que on doit accepter les règles. Ensuite, donc, je voulais insister sur cette notion de consentement qui est vraiment un pilier de la recherche. Donc en fait, on nous demande d'obtenir de votre part un consentement qui soit libre et éclairé. Donc les deux mots ont vraiment leur importance. Éclairé, ça veut dire que vous devez avoir été informé, donc à la fois oralement et par écrit, avec une notice d'information très détaillée, et que cette information, elle doit être comprise. Donc il y a une phase de discussion. Il ne faut pas hésiter à poser toutes vos questions au médecin qui vous propose une participation à un essai. Vous avez le droit à la fois d'obtenir des réponses sur les choses qui ne sont pas claires et vous avez bien sûr le droit d'avoir un délai de réflexion. Vous pouvez rentrer chez vous avec la notice, la relire à tête reposée, discuter avec vos proches et pouvoir... voilà, il n'y a pas de pression à répondre immédiatement et c'est même conseillé de prendre votre temps. Donc à la fin, la décision, elle est personnelle, elle est volontaire et elle n'est pas contrainte. Donc, ce processus de décision, il aboutit à une signature d'un consentement qui est en fait la trace et la preuve que ce processus de décision a été mené. Donc, la signature, elle est faite pour vous protéger. Il ne faut pas que ça vous inquiète. Ce n'est pas une décharge médicale vis-à-vis du patient. Vous ne signez pas une décharge. Le médecin et le laboratoire éventuels qui mènent la recherche sont responsables de l'administration du médicament et responsables juridiquement. Et ce n'est pas non plus irrévocable, c'est-à-dire que même si vous signez, à tout moment, vous pouvez changer d'avis et sortir de l'étude sans même avoir à vous justifier. Alors, on vous conseille d'en discuter, bien sûr, à chaque fois avec votre médecin, parce que le médecin va vous donner son avis. S'il vous propose l'étude, voilà, il peut avoir des arguments intéressants, donc les décisions doivent être toujours partagées, mais à la fin, c'est vous qui êtes libre et qui décidez de participer ou non à un protocole de recherche. Donc ensuite, pourquoi y participer? L'objectif dans ces essais cliniques est double, avec à la fois un enjeu collectif et à la fois un enjeu individuel. Donc l'enjeu collectif, ça va être un objectif de recherche, de faire progresser les connaissances scientifiques et de continuer d'améliorer donc la prise en charge du cancer dans les années futures. Et à ça s'associe un objectif individuel, puisque à la fois le médecin qui vous le propose et vous-même avez l'espoir d'un bénéfice individuel de ce traitement, un espoir d'efficacité sans bien sûr pouvoir garantir à l'avance les résultats
mais finalement ce qui est vrai en médecine en général et pas seulement dans les essais cliniques. Donc ça peut être une façon d'accéder précocement à des médicaments innovants, et en particulier dans des situations où les ressources thérapeutiques sont limitées. Ensuite, il y a une partie bénéfice non médicamenteux qui ne doit pas être, la chose qui vous fait décider, mais on a souvent dans ces équipes de recherche un suivi rapproché, une équipe dédiée, et ce sont des choses qui sont souvent quand même appréciées par les patients suivis dans notre service. Pour terminer, je voulais faire un petit point concernant le financement, qui ne doit pas être tabou et qui est une question qu'on peut se poser. Donc, dans un premier temps, pourquoi un essai clinique coûte de l'argent? On pense évidemment au prix des médicaments qui peuvent être très onéreux de plusieurs milliers d'euros pour des molécules innovantes avec des procédés techniques de plus en plus sophistiqués, mais il y a également toute la logistique en fait qui s'accompagne, avec les hospitalisations, le personnel médical, les attachés de recherche clinique, tous les examens qui sont liés à la recherche. Donc on fait souvent des prélèvements sanguins supplémentaires avec des recherches génétiques, des choses qui peuvent coûter assez cher, le transport, des médicaments, des analyses, etc. Donc c'est toute une logistique. Qu'est-ce que ça coûte pour le patient? Donc c'est totalement gratuit. Les frais sont pris en charge par le promoteur de l'étude. Et par contre, ce n'est pas non plus rémunéré, c'est-à-dire qu'on part du principe que votre décision ne doit pas être prise sur des considérations financières. Il ne doit pas y avoir d'incitation financière. C'est une question de santé, et c'est une décision qui doit être totalement libre. Donc si ce n'est pas payant et que c'est coûteux, qu'est-ce qui paye? Donc il faut des sponsors. Et donc vous allez avoir différents types de financement. D'une part, des essais indépendants, ou qu'on appelle académiques, qui peuvent être issus de subventions publiques ou issus de dons à des organisations caritatives, des fondations, des associations de patients, etc. Ces essais vont souvent permettre de répondre à des questions de stratégie de médicaments sur des médicaments qui sont déjà sur le marché et auxquels on a déjà accès. Par exemple, on a un médicament A et un médicament B disponibles. Faire une comparaison entre les deux, comparer avec l'association des deux, etc. Pour les molécules innovantes qui ne sont pas encore sur le marché, on est sur des choses très coûteuses qui vont être en fait financées par les laboratoires pharmaceutiques. Donc, c'est pas quelque chose de tabou. Le laboratoire pharmaceutique, c'est une entreprise avec des objectifs financiers, mais c'est pas quelque chose de négatif pour autant, parce qu'en fait, l'objectif financier est indissociable de l'objectif d'efficacité. Le laboratoire qui développe un médicament, si le médicament est toxique ou n'est pas efficace, il ne sera pas validé, il ne sera pas utilisé, et il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc le laboratoire, son intérêt, c'est le même que le nôtre et que le vôtre, c'est de faire un médicament efficace. Voilà, donc on va avoir des investissements très importants de la part de l'industrie pharmaceutique, en collaboration avec les médecins, qui permettent de développer des médicaments qui ne pourraient pas être développés d'une autre façon. Ou alors d'une autre façon, ça pourrait être par une augmentation des financements publics, mais là on est sur une question politique et plus sur de la médecine. Donc c'est un autre sujet qu'on ne va pas développer. Voilà, donc pour conclure, les essais cliniques, c'est quelque chose de très varié. Ça peut, ça peut s'intéresser à des questions de médicaments, à des techniques de radiothérapie, à des techniques chirurgicales, à des comparaisons entre différentes techniques. Pour les médicaments, ça va respecter plusieurs phases de développement, comme vous l'avez compris, de façon assez stricte.
avec un encadrement scientifique, juridique et éthique. On n'a pas de médecin qui fait des expériences tout seul dans son coin, dans un couloir. Donc vraiment, tout ça est très encadré. Ça répond à la fois à un double besoin au niveau individuel et au niveau collectif. Et donc, on va avoir l'objectif, c'est d'avoir un partenariat en fait entre médecins et patients pour être bénéfique à tout le monde, et avec également une participation de l'industrie pharmaceutique selon un partenariat gagnant-gagnant où l'objectif, ça va être que tout le monde avance. La notion clé, je réinsiste, c'est le volontariat et le consentement. Et donc, chaque participation à un protocole de recherche passe par une phase d'information claire, orale, écrite, avec une signature. Et il n'y a aucune recherche sans accord du patient. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour des questions. Merci beaucoup, Alexandre. C'était clair, très intéressant. J'ai déjà vu une première question. Participer à un essai clinique est-il une solution de dernier recours, c'est-à-dire d'autres solutions ont-elles été testées préalablement? Alors, les essais cliniques sont très variés, donc ce n'est pas limité aux situations où on n'a pas d'alternative thérapeutique. C'est vrai que c'est comme ça qu'a été montée la recherche clinique un petit peu historiquement. Mais maintenant, on utilise des médicaments innovants de façon de plus en plus précoce dans la prise en charge. Donc, on peut avoir des essais cliniques dès une première ligne de traitement. D'emblée, on peut proposer de tester la méthode de référence à laquelle on tente d'ajouter, par exemple, un médicament qui diminuerait les risques de récidive. Donc voilà, il y a des situations où on peut utiliser la recherche clinique, elle va être très variée et pas limitée à des situations d'impasse thérapeutique. Alors après, c'est clair que l'impression de choix que vous avez, pour le coup, est très différente entre la proposition d'un essai qui arrive en première ligne de traitement ou un essai qui vous est proposé quand l'ensemble des médicaments validés ont déjà été utilisés. Donc là, on a avec nous les patients atteints de mélanome uvéal. Donc j'imagine que la question est pour la partie métastatique de la maladie, où il n'y a pas de traitement de référence. Et donc, quand nous, oncologues médicaux, proposons un essai clinique dans cette situation, on n'est évidemment pas dans la même situation que dans d'autres cancers que tu connais mieux que moi et pour lesquels il y a des traitements de référence et où chaque essai est là pour améliorer le traitement de référence déjà très efficace. Là, on est dans une situation particulière qui est double, absence de traitement de référence et maladie rare. Donc ça fait deux aspects que je pense cette personne souligne dans sa question. Je vais y répondre pour compléter ta réponse. Pour ce qui concerne les maladies et notamment les tumeurs rares, le plus important, c'est de développer des essais dédiés et d'amener les industriels à travailler avec nous, parce qu'évidemment, qui dit tumeur rare dit même si traitement efficace, pas beaucoup de sous à la clé. On n'est pas dans une maladie fréquente comme l'hypertension ou le diabète, où un médicament révolutionnaire va certes révolutionner la vie des patients, et c'est l'objectif numéro 1 d'une recherche en médecine, et Alexandre l'a largement souligné et expliqué, mais également dans un contexte d'entreprise et d'économie de marché, avoir un retour sur l'investissement très important que l'industrie pharmaceutique privée met sur la table pour que la recherche avance et qu'il y ait des nouveaux médicaments. Donc là, on est dans une maladie rare et la démarche est un petit peu différente. Donc depuis quelques années, les industriels s'intéressent beaucoup plus aux cancers rares. Pourquoi ? Parce que c'est lié à l'avancée de la biologie, de la connaissance de la biologie des tumeurs. Et aujourd'hui, même une tumeur fréquente
comme le cancer du sein ou le cancer du poumon par exemple, vont être des maladies qui vont être démembrées, c'est-à-dire avec différents sous-types de cancer du sein, différents sous-types de cancer du poumon, définis par une anomalie moléculaire. Et finalement, on va moins s'intéresser à le cancer du sein en général que le cancer du sein qui présente telle anomalie. Et on se retrouve avec des groupes plus petits de patients. Et du coup, le raisonnement un petit peu modifié, et ça a bien bénéficié à toutes les maladies rares, et notamment les tumeurs rares. Et la deuxième particularité qui avait été soulignée, c'est l'absence de traitement de référence dans cette maladie. Donc il y a un vrai débat éthique. Est-il éthique de proposer, par exemple, dès la première ligne de métastase, un essai clinique avec un nouveau médicament dans cette maladie rare pour laquelle il n'y a pas de traitement de référence? Alexandre, tu as quelque chose à ajouter sur ces deux aspects? Parce que tu as dû déjà le rencontrer dans d'autres essais. Non, effectivement. Je pensais aussi à la question quand on n'a pas de traitement de référence, justement, aux essais comparatifs contre placebo, qui posent aussi des questions de raisonnement sur le plan éthique. Donc, on essaye au maximum d'avoir des essais où les patients qui reçoivent le placebo peuvent bénéficier du traitement par la suite. C'est vrai que ça pose des questions éthiques importantes et je pense que dans la façon de concevoir les essais cliniques, on y pense de plus en plus. Il y a une question, merci, il y a une question qui est posée. Dans le cas où il n'y a pas de traitement de référence, justement pour une phase 3, un placebo est utilisé, est-ce éthique? Et voilà, donc effectivement. Donc parfois dans ces études, plutôt qu'un placebo, peut être proposé traitement au choix de l'investigateur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent être utilisées en pratique courante, qui ne sont pas meilleures les unes que les autres. Et on peut proposer par exemple de tester un médicament expérimental ou un traitement expérimental, même s'il ne s'agit pas de médicament, versus traitement au choix de l'investigateur. La deuxième possibilité, c'est les randomisations 2 pour 1 ou 3 pour 1, c'est-à-dire que sur 3 ou 4 patients qui vont entrer dans l'étude, 3 vont avoir accès au bras expérimental pendant que 1 reçoit le bras standard. Et enfin, la troisième possibilité, c'est de pouvoir, une fois que le patient qui est dans le bras standard progresse sous le bras standard, lui proposer ce qu'on appelle un crossover, c'est-à-dire d'aller dans l'autre bras, d'aller dans le bras expérimental, de telle façon que l'ensemble des patients participant à la recherche puissent avoir accès au médicament expérimental, soit d'emblée parce qu'ils étaient dans le bras expérimental, soit à progression s'ils étaient dans le bras non expérimental. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir faciliter l'accès à ces innovations, mais toute innovation, parce qu'il y avait aussi cette question, ne va pas forcément déboucher sur un médicament industrialisé. C'était le terme employé par un de nos auditeurs. Il y a beaucoup de choses qui sont testées qui n'aboutiront pas à des médicaments, parce qu'elles sont, comme disait Alexandre, trop toxiques, pas efficaces. Alors, il y a une autre question sur l'Europe, la place de l'Europe dans le cas des maladies orphelines. Est-ce qu'il y a un gain de temps grâce à des essais européens? Alexandre, tu as un commentaire sur les essais qui sont multicentriques internationaux par rapport à ça? Pour l'accès des patients français, par exemple? Participe aux essais cliniques dans son pays. Enfin, en France, il faut être affilié du coup au régime de sécurité sociale français. Ça fait partie des critères d'inclusion dans les essais. Après, c'est pas facile de participer à un essai
européen, mais dans un autre pays que le vôtre. Parce que même, imaginons que le traitement soit pris en charge dans l'autre pays, il faut aller y habiter, enfin, c'est compliqué. Hein, Et donc sur les gros essais, on essaye au maximum justement d'avoir des essais multicentriques internationaux avec des centres ouverts dans différents pays. Après, quand on est dans le cas de maladies rares, effectivement, on peut avoir un ou deux centres ouverts sur le territoire français, mais par contre, on peut y accéder de tout le territoire avec des prises en charge de transport qui se discutent en amont. Mais le but, c'est que pour les maladies rares, tous les patients puissent avoir accès à ces essais cliniques. Il y a une autre question. Comment faites-vous pour savoir quel est le traitement approprié pour les patients qui ont des métastases? Donc ça, j'imagine que vous voulez dire comment on choisit un essai A ou un essai B à proposer, c'est ça? J'imagine que je comprends bien la question. C'est des discussions multidisciplinaires, comme décrivait également Denis tout à l'heure pour le traitement local. On ne prend pas la décision tout seul, on discute avec ses collègues, les collègues étant les collègues qui sont les radiologues, parce qu'ils décrivent en détail les images, les anatomopathologistes, parce qu'ils vont décrire en détail les caractéristiques de la tumeur, et ça pourrait avoir un intérêt qu'il s'agisse d'histologie ou de génétique dans le choix du traitement. Les collègues chirurgiens aussi, qui peuvent éventuellement proposer un traitement local, et les collègues oncologues entre eux pour discuter des meilleures options. On va tenir compte de plein de choses qu'a décrit Alexandre, ce qu'on appelle les critères d'inclusion et de non-inclusion pour chaque étude qui ne vont pas être forcément les mêmes. L'âge du patient, son éloignement géographique par rapport aux contraintes liées à l'étude, puisqu'il a également très bien expliqué que quand on rentre dans une étude, il y a des contraintes et qu'il faut s'y soumettre, et que la rigueur d'une étude, c'est aussi l'évaluation dans les mêmes conditions de l'ensemble de ses participants pour essayer de tirer des conclusions qui ne sont pas toujours positives, bien sûr. Donc, c'est des décisions collectives dans l'intérêt du patient en fonction des disponibilités d'études sur le site où l'on travaille, mais également dans d'autres sites en France si on en a connaissance et en se renseignant en amont pour chaque patient. Alexandre, est-ce que tu veux conclure, ajouter quelque chose avant qu'on passe à la communication suivante? Non, je n'ai pas spécialement de conclusion à part de vous inciter vraiment à en discuter, à ne pas rester avec des fausses idées. Les essais cliniques, c'est pas mal revenu sur le devant médiatique avec les essais concernant la Covid-19. Donc, c'est des choses qui sont très encadrées, très standardisées, qui doivent être adaptées à chaque situation en prenant en compte effectivement les bénéfices attendus et les contraintes à mettre en balance. Et c'est des décisions individuelles à discuter à chaque fois avec votre médecin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail à Amber et on fera suivre à Alexandre.